qu'on épluche des fois pour faire de la confiture, ou quand on ne veut pas qu'elle soit dans la confiture. Et puis la coque, l'épicarpe, le mésocarpe, l'endocarpe. Voilà schématiquement comment on peut représenter la noix de coco. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, la récolte et la collecte du coco. Je vous ai déjà dit que le coco, quand il est vert ou immature, il est récolté surtout pour la production d'eau de coco. Et pour une bonne qualité d'eau, il faut prendre en compte certaines conditions dont grimper au cocotier quand il a atteint une certaine taille. Et le coco immature, il est vivant et il continue à respirer. Même si on n'a pas l'impression, mais il continue à respirer. Et sa durée de vie après récolte, on dit, est de l'ordre de 6 jours. Au-delà de 6 jours, la qualité de l'eau commence à s'altérer, tout à fait. 6 jours à température ambiante. Oui. Si vous voulez le garder plus longtemps, il faut le mettre au réfrigérateur. Donc la noix réfrigérée est viable plus longtemps. Et donc, il y a un manuel que vous pouvez trouver sur Internet qui est produit par la FAO et qui décrit les conditions optimales de manipulation des cocos depuis la récolte. On vous dit, par exemple, il ne faut pas laisser les noix tomber par terre. Il faut éviter le contact avec le sol, qu'il faut les laver. Et comment les laver? Combien d'eau de javel qu'il faut mettre? Qu'il faut les rincer? Ce n'est pas de la chimie, c'est de l'hygiène. Non, mais c'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène. Ce n'est pas de la chimie. Et qui vous donne, ne serait-ce que pour vous, les conditions optimales. Parce que bon, l'eau de coco, des fois, peut poser problème parce qu'on a manqué d'hygiène. Oui, mais si on a manqué d'hygiène, il peut y avoir de la leptospirose. Et il y a des gens qui se sont déjà trouvés malades parce qu'ils ont bu de l'eau de coco. Ah non, mais même si on l'a bu dans un verre, si il a été extrait sans hygiène de coco qui n'a pas été lavé, ben ça pose problème, ça peut poser problème. Et alors, je vais plus loin vous faire apparaître les éléments de ce manuel de la FAO qui décrit comment produire l'objectif, c'est comment produire de l'eau de coco à mettre en bouteille et qui est réfrigérée et qui peut se conserver plusieurs jours, plusieurs semaines même, je crois. Et donc, oui, concernant... monsieur, s'il vous plaît, je voulais juste poser une question. Est-ce que c'est possible? J'écoute. Oui, voilà. Tout à l'heure, vous avez mis le schéma de la noix de coco avec les différentes parties. Oui. Alors, il m'est arrivé déjà de fendre la noix de coco à sec et de voir une sorte de boule à l'intérieur. Oui. Qui est spongieux, que j'ai l'occasion de goûter. Alors, c'est quoi exactement? Oui, eh bien, c'est le germe qui a commencé à germer. Si on peut revenir à la diapo précédente. Voilà, vous voyez le germe, l'embryon, là, c'est un embryon qui est en rouge. Donc, il est tout petit, on ne le voit pas dans le coco vert. Mais quand le coco devient sec, cet embryon se développe. Et il commence par développer des racines primaires qui vont pomper l'eau qui est dans le coco pour se nourrir et bourgeonner et donner la plante. C'est tout simplement le bourgeon qui se développe et qui fait des racines primaires. Et oui, et on peut le manger. Et Mariko dit que c'est délicieux. Oui. Excusez-moi, je ne suis pas contre les questions, mais il a une très grande partie et après il y a les autres et on est contraint par l'heure parce qu'on a commencé un peu en retard parce qu'il n'y a pas tout le monde.
Donc, si on peut poser peut-être les questions par rapport après, s'il le faut, ça ne vous dérange pas. Merci beaucoup. On continue, après celle, on continue encore. Alors, maintenant, je vais plus vous parler des fibres de coco. La fibre de coco est plus solide que le coton. Et elle présente une bonne résistance à l'action microbienne et à l'eau salée. Elle est biodégradable, hein, mais elle ne se dégrade pas aussi facilement que d'autres éléments biologiques qu'on peut utiliser. Si bien que dans les dispositifs qu'on vous propose pour faire le traitement de vos eaux de fosse septique, maintenant, on vous propose de mettre dans l'épandage à certains endroits de la fibre de coco. Et on vous propose dans le commerce d'acheter cette fibre de coco. Parce que la fibre de coco dans les systèmes d'épandage, au bout d'un certain temps, il faut la remplacer, mais c'est au bout de 5-6 ans. Hein? Et donc, elle a un très grand pouvoir absorbant, elle permet aux micro-organismes de vivre et d'exercer leur action dans la dépollution, dans le traitement des eaux résiduaires, résiduaires de la maison. Hein, c'est un des aspects intéressants de la fibre de coco. Bonne résistance à l'action microbienne et à l'eau salée. Et dans les cultures, la fibre de coco travaillée peut être utilisée, j'oublie le terme en agriculture, pour recouvrir les sols et empêcher, pour le paillage, voilà. Pour le paillage des sols. Alors vous voyez, à certains endroits, on met du plastique, dans les champs de melon ou d'ananas, on met du plastique, mais on peut de la même façon mettre de la fibre de coco. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Elle reste et à la longue, elle deviendra un engrais pour le sol. Et donc, oui, on a des cocotiers, mais on n'a pas une production industrielle pour qu'on puisse manipuler et produire. C'est ça un des problèmes, c'est de pouvoir rassembler en un lieu ces quantités de coco. Et donc voilà un aspect de la fibre de coco. Marigot vous en dira plus. Hein? Deux types de fibres peuvent être extraites du coco. Donc les fibres brunes qui viennent de la noix de coco mûre. Donc la noix de coco, du coco qui est sec. Et puis des fibres blanches extraites des noix vertes. Et on fait ce qu'on appelle des géotextiles de qualité qui sont tissés avec les fibres blanches et qui servent donc, comme je disais tout à l'heure, au paillage des sols. Alors à défaut de le faire dans des grands champs d'ananas ou d'autres choses, vous pouvez le faire chez vous, dans vos jardins à fleurs par exemple, pour diminuer ou pour contrôler les mauvaises herbes. Parce que là où vous mettez ces fibres-là, l'herbe ne va pas pousser, elles vont occuper le sol, ces fibres. Et concernant ces fibres, j'ai ajouté qu'il existe un cadre normatif, des normes en Inde permettant le contrôle de la qualité de ces géotextiles. Et pourquoi en Inde? C'est parce qu'en Inde, c'est très très utilisé et il y a une réglementation qui définit la qualité des différents types de fibres. Et cela peut éventuellement vous servir de repère d'information pour mieux connaître et mieux comprendre la qualité des supports qu'on peut vous proposer en la matière. Parce que dans les magasins d'ici, où on vend des éléments pour le jardinage, vous pouvez avoir des géotextiles de coco, mais qui viennent en général de l'Inde. Parce que c'est un des grands pays, un des pays qui en produit le plus. On peut passer à la diapo suivante. Alors, l'eau de coco, des cocos immatures, parce que le coco sec, il a de l'eau. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'eau de coco, du coco sec. Il a un autre goût. Il peut être pétillant. Il est très sucré. Hein? Et, pardon? Oui, il peut y en avoir moins. Alors, l'eau de coco, ce que nous appelons l'eau de coco vert, c'est une eau qui est comparable à une eau minérale. Si bien que
En général, il y a des gens qui vous disent je bois de l'eau de coco tous les jours. Et moi, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose d'en boire tous les jours. Oui, parce que de l'eau minérale, on ne vous conseille pas de boire de l'eau minérale tous les jours. On vous dit, vous faites une cure. Oui, mais il y a des oligo-éléments, mais vous en prenez un certain temps. Quand vous faites une cure, c'est pour un certain temps, avec certaines quantités. Et l'eau de coco est riche en minéraux. Il y a des éléments minéraux. Et en autre chose, dont en particulier le potassium, si bien que l'effet diurétique, presque tous nous le percevons quand nous consommons de l'eau de coco. Les enfants en particulier, quand on leur donne de l'eau de coco trop tard le soir, ils font pipi au lit. Alors je ne sais pas si les enfants d'à présent le font, mais de mon temps, les enfants, quand on leur donne de l'eau de coco trop tard, après 16 heures, faisaient pipi au lit. Et pourquoi? C'est parce que c'est riche en potassium, entre autres en calcium, donc des éléments minéraux très diurétiques. Et il y a encore d'autres éléments minéraux là-dedans, mais il n'y a pas que les éléments minéraux. Moi, j'ai dit que je ne vais pas insister sur les aspects physiologiques liés à la composition, mais dans la littérature scientifique, on trouve beaucoup d'éléments qui viennent d'Inde, qui sont des pays, l'Inde dans le sud-est asiatique, sont des pays où on a une très forte tradition et très ancienne d'utilisation, de consommation de l'eau de coco, si bien qu'on vous dit même que, par exemple, quand vous avez des aftes, des problèmes microbiens dans la bouche, l'eau de coco est très bon. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ce type d'expérience, mais il paraît que l'eau de coco est très bon pour les problèmes microbiens dans la bouche. Et puis l'eau de coco, elle est comparée à l'eau physiologique, l'eau qu'on utilise en soins médicaux, l'eau qu'on utilise pour réhydrater les malades. Et à un certain moment, pendant la guerre, où on manquait de soins médicaux, on a même hydraté des personnes par injection intraveineuse d'eau de coco. Injection intraveineuse de l'eau de coco, c'est parce que ça a la même, les mêmes propriétés que le sang, enfin en termes physiologiques, en termes isotoniques. Autrement, l'eau de coco est fragile sanitairement. Ça veut dire que si elle est en contact avec une source de contamination, elle se contamine très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle est très peu acide. Les choses qui sont acides se contaminent ou fermentent plus lentement que les choses qui ne le sont pas. L'eau de coco est très peu acide et de ce fait, elle est très fragile sanitairement. C'est aussi le cas du jus de canne, qui est même un peu plus acide que l'eau de coco. Et l'eau de coco est objet d'une... J'ai mis une activité artisanale pour faire la nuance avec des activités à caractère industriel. Encore que si vous cherchez, vous allez voir qu'au Brésil, il y a une activité industrielle autour de l'eau de coco. J'ai vu sur YouTube une unité où on traite par jour 2 millions de cocos. Oui, 2 millions de cocos par jour. Et de l'eau de coco qui est mis en briquette. Alors, je vous ai évoqué un manuel de la FAO, j'ai mis en noir, qui s'intitule « Bonnes pratiques pour la production, alors à petite échelle, d'eau de coco en bouteille. Bonne pratique pour la production à petite échelle d'eau de coco en bouteille. » Si vous tapez ce titre-là sur Internet, vous allez tomber dessus. Et là-dedans, comme je vous ai dit, vous avez une quarantaine de pages, non, j'ai dit en bouteille, là. Une quarantaine de pages où on vous explique, depuis la cueillette, et toutes les manipulations et les contrôles que vous pouvez faire sur la qualité de ce que vous pouvez produire. Et donc, j'évoquais déjà qu'il existe des unités industrielles de production de briquettes d'eau de coco. Bon, on ne connaît pas tellement ces briquettes ici, mais à Paris, on en trouve. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, j'ai voulu aussi évoquer la sève du cocotier. Alors, la sève, c'est comme si c'était le sang du cocotier. C'est l'eau qui coule
quand on blesse le cocotier ou quand on coupe le bout de l'inflorescence avant qu'elle ne soit ouverte. Et cette sève du cocotier, on peut la recueillir de cette façon. Elle est recueillie donc au niveau de l'inflorescence non encore ouverte et dont le bois est coupé. Et la sève qui en coule est recueillie. On met un récipient au bout. Et on peut recueillir 2 à 3 litres par jour. Et on l'utilise pour fabriquer ce qu'on appelle du sucre de coco. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du sucre de coco. En maison diététique, on en parle beaucoup. Parce qu'on vous dit le sucre de coco, il a un plus faible index glycémique que le sucre que nous consommons couramment. Et donc pour les gens qui veulent consommer des choses à bas indice glycémique, qui ont certains problèmes par rapport au sucre, certains diabétiques, on leur recommande d'utiliser le sucre de coco. Et il faut 7 à 8 litres de cette sève pour fabriquer, et de manière artisanale, 1 kilo de sucre. Et ce sucre, c'est justement parce qu'il est artisanal qu'il a un faible pouvoir, un faible index glycémique. Parce que c'est un sucre qui n'est pas raffiné, qui n'est pas purifié, et dans lequel on retrouve beaucoup d'éléments de la ressource de base qui ne sont pas éliminés. Il est un peu coloré, caramélisé. Pas caramélisé, mais il est coloré. Il a beaucoup de goût et voilà, on le digère plus lentement que le sucre que nous trouvons dans le commerce. La sève, elle est incolore, à un pH neutre, ça veut dire qu'il n'est pas acide, et il est riche en sucre, 10% à 15% de sucre, de saccharose. Parce que quand on vous dit sucre, en matière d'alimentation, il faut penser saccharose. La sève est largement utilisée comme boisson fraîche, où on la fait fermenter pour produire des boissons alcoolisées telles que le toddy. C'est une appellation du sud-est asiatique. Le vin, l'arak, l'éthanol. Et comme matière première, c'est l'utilisation la plus prisée parce que ce sucre-là se vend très cher pour la production donc, de sucre, de sirop, de gâteau et de poudre à bon indice glycémique. Non, il est neutre. Il est neutre. Non, il est neutre. Non, c'est pas 0. Quand on dit neutre, c'est 7. Le pH est neutre. Il n'est ni acide, ni basique. On passe à la diapositive suivante. Alors là, je vous ai mis justement la comparaison en sucre que j'ai tiré d'une publication scientifique sur la sève de coco, coconut sap, le jus, enfin on a mis le jus, mais c'est la sève du palmier qui est utilisée, de palmier à sucre qui est utilisé pour faire du sucre, et du jus de canne, sugar cane juice. Vous voyez qu'il y a un peu moins de sucre, de saccharose dans la sève de coco, mais n'empêche que par sa transformation artisanale, on obtient un produit qui est intéressant du point de vue diététique. Vous avez des références en bas de la revue Food Science and Nutrition, dans laquelle ont été publiés ces éléments-là. On peut passer à la diapositive suivante. Vous voyez, apparemment là, apparaissent la sève du cocotier, à gauche, sur votre gauche, au milieu, la sève du palmier et le jus de canne. On voit les différents aspects de ces éléments frais, comment ils se présentent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, il nous reste maintenant à parler de l'amande, de l'albumène ou de la pulpe. C'est d'abord une crème au cours du développement de la noix. Quand le coco est jeune, c'est une crème, nous l'appelons crème. Et à maturité de la noix, cette crème donne un albumène qui est riche en matière grasse. C'est pourquoi on dit un albumène oléagineux. Un tégument, la peau là, qui recouvre cet albumène, c'est un tégument séminal.
Et la bulmen séchée, comme je l'ai déjà dit, donne le copra. On peut passer à la diapo suivante. L'amande râpée sert à faire des sucreries grasses, comme notre sucre à coco, ou quand on a gardé tout on n'a pas, comment dire, éliminé, on n'a pas pressé, on garde tout le gras. Donc cette sucrerie est grasse, et c'est pourquoi quand on ne la bride pas, on ne l'enferme pas dans un bocal ou dans quelque chose, elle est au contact de l'air, et l'oxygène de l'air fait qu'elle rancit. Et si on veut la conserver plus longtemps sans ce rancissement, il faut l'enfermer dans quelque chose qui limite son contact avec l'air et donc avec l'oxygène de l'air. Quand l'amande râpée est pressée, on obtient du lait de coco et il reste donc la partie fibre. Et à partir de ces fibres, on peut faire des sucreries qui seront moins grasses, qui auront le goût de coco, qui auront la texture du coco dans la bouche. Le lait de coco est employé dans divers usages, pour des boissons, pour faire de l'huile vierge. Et l'amande séchée, pressée, le copra, donne différentes catégories, différentes qualités d'huile. On va continuer parce que je ne veux pas occuper tout le temps. Alors, 3 méthodes de production d'huile de coco vierge sont présentées. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît, dans un manuel que vous trouverez sur Internet, produit par la Direction de l'agriculture de la Polynésie française. Vous avez l'adresse là. Et dans ce manuel, on présente 3 méthodes qui sont la fermentation, qui sont le séchage et la pression à froid, que vous pouvez mettre en œuvre chez vous si vous voulez produire de l'huile de coco. Et en particulier la fermentation. Mais produire de l'huile de coco, ça dépend des éléments dont vous disposez, des appareils dont vous disposez. Si vous avez ne serait-ce qu'un torchon en coton, ça peut suffire pour faire de l'huile de coco. Hein? Alors, moi, je vous ai porté pour vous faire voir un échantillon de ce que j'ai fait à l'occasion justement de la préparation de cette manifestation, où j'ai pris du coco, j'ai récupéré l'amande, et j'ai un déshydrateur chez moi, mais où je peux contrôler la température. J'ai mis l'amande dans le déshydrateur à 45 degrés. Pas plus chaud que cela, pour ne pas perdre les vitamines, pour ne pas perdre les éléments. Et on vous dit qu'en 18 heures, après 18 heures, c'est séché. Moi, j'ai laissé 24 heures pour être sûr que c'est bien sec. Hein? Alors, quand je dis bien sec, ça veut dire que l'eau est partie. Parce qu'à cette température, l'eau s'évapore. Mais l'huile ne s'évapore pas. Et donc, traditionnellement, on fait ça au soleil. On met le coco au soleil. Moi, je n'ai pas voulu tenter au soleil parce que tout ce qu'il y a de la pluie. Mais si vous voulez, vous pouvez chez vous tester au soleil. Mais si vous avez moyen de maintenir à une température pas trop chaude et avec une ventilation, le coco, il va sécher puisque traditionnellement, dans les îles du Pacifique, on met comme ça au soleil et c'est comme ça qu'on sèche et qu'on fabrique le copra. Et après cela, j'ai pris ce copra séché. J'ai la chance d'avoir une presse pas trop grosse, qui a un très bon rendement. Et j'ai passé ce coco dans la presse et j'obtenais le lait de coco. Enfin là, ce n'est pas du lait. J'ai séché, il n'y a plus d'eau dedans. Donc vous obtenez tout simplement de l'huile. Il y a des éléments en suspension dedans. Mais quand vous obtenez l'huile de cette façon-là, il n'y a plus d'eau parce qu'elle a été séchée. Vous mettez dans un contenant et vous laissez décanter pendant 2 ou 3 jours. Et au bout de 2 ou 3 jours, on obtient ça. Tout simplement
avec un dépôt au fond. Mais quand vous versez, le dépôt il reste collé au fond. Parce qu'il y a une décantation qui se fait et une agglutination des éléments solides. Et par des processus simples comme cela, on peut, moi j'ai fait pressage, séchage, mais on vous dit par fermentation, où on mélange tout simplement le lait de coco que vous pouvez obtenir dans votre torchon, vous râpez votre coco, vous pressez comme on fait. Alors peut-être avez-vous déjà fabriqué du punch coco, c'est comme ça qu'on fait. Moi, dans ma mémoire d'enfant, j'ai vu ça beaucoup chez ma grand-mère, où on pressait le coco comme ça dans le torchon, oui, et on obtient le lait de coco. Et le lait de coco, on le mélange avec la moitié, avec le même volume d'eau. On le laisse là, ça fermente, on l'enferme quand même pour que ça ne s'oxyde pas. Mais ça fermente et l'eau et l'huile se séparent tout naturellement. On laisse décanter et on récupère l'huile avec, comme on fait pour le carapate, avec une cuillère où on verse, mais on cherche à séparer l'eau et l'huile. Et puis, vous mettez quelque part alors moi je mets à 55 degrés pour être sûr d'éliminer les micro-organismes, les bactéries, les levures, les moisissures, et j'enferme. Parce que j'ai observé que quand j'ai fait ça, les parties où je n'ai pas traité à 55 degrés, alors 55 degrés pendant 2 heures, tout simplement, pour éliminer les bactéries, les micro-organismes. Où je n'avais pas fait ça, eh bien, on voit des moisissures qui apparaissent au bout d'un certain nombre de jours. Et donc, et ce bocal-là, il a au moins 2 semaines, il y a au moins 2 semaines que je l'ai fait, et il tient bon. Voilà. Alors, des choses simples pour fabriquer de l'huile de coco. Alors, on peut aller à la diapositive suivante. Quelques autres usages rapidement. Alors, ce que j'ai appelé le punch et autres boissons, des sucreries ici à coco, les crèmes de coco, qui sont en fait le jus pressé de l'albumène, de l'eau de coco, qu'on mélange avec de l'eau de coco, plus ou moins, on obtient différentes crèmes et différents laits qui sont plus ou moins riches en matière grasse. Et c'est avec ce lait de coco et cette crème qu'on fait les glaces et les sorbets. Et puis il y a l'artisanat à base de coque de coco, où on peut fabriquer des boutons. Alors j'ai même vu des glacières où on coupe le coco. Et la boue, là, c'est un isolant thermique. Hein? Et alors, vous mettez vos glaçons dans la coque, mais et sans avoir enlevé la boue, et ça vous fait l'effet de thermos. Hein? Alors, glacière, des décorations corporelles. J'ai appelé décoration corporelle, ça peut être des choses... alors, je n'ai pas appelé ça bijou, parce que chez le bijoutier, vous n'avez jamais trouvé ça. Corporel. Oui. Et aussi pour la maison, des éléments décoratifs pour la maison. Madame Mariko pourra vous en parler. Oui, bien d'accord. Et puis, j'ai repéré que les abeilles mélipones, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des abeilles mélipones, qui sont des abeilles un peu spéciales qu'on trouve en Guadeloupe, mais qu'on interdit d'avoir chez soi en élevage, hein, parce que c'est une espèce protégée. Oui, l'élevage de mélipones se fait dans des ruches en coque de noix de coco. Dans un document publié par la FAO, on en parle des coques de noix de coco qui servent de ruche pour les abeilles mélipones. La crème de coco immature, vidée de son eau, le coco vert, on l'a vidé de son eau dans le commerce, sur le bord de la route, on n'en fait rien. Et je voulais, le signaler, parce que moi, ça m'a toujours interpellé, mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver quoi proposer. La crème de coco immature, vidée de son eau, n'est pas encore valorisée. Alors, je vous lance ça à vous tous. Aussi, vous êtes des personnes, vous pouvez réfléchir là-dessus. Je vous remercie de votre attention et puis je reste disponible pour répondre à vos questions et compléter cet exposé. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Merci.
On n'en a pas beaucoup parce qu'après, il faut qu'on enchaîne. Juste des questions techniques. Tout à l'heure, il a parlé de 55 degrés avec l'huile de coco. Je ne sais pas si c'est chauffé dans une casserole, remis dans le déshydrateur. Monsieur? Non, moi, je mets dans mon déshydrateur mis à 55 degrés. Hein. L'huile, avec un pot. Je parle de ça. Avec? Vous avez dit que vous mettez à 45 degrés ou 55 degrés. Et ensuite, vous pressez comment? Non, 55 degrés, c'est quand je veux faire le traitement voilà, mais vous le mettez dans antibactérien. une casserole, vous le mettez où? Non, mais dans le contenant on veut, il suffit que le contenant supporte 55 degrés. Le contenant, il faut qu'il supporte la température. En bain-marie, dans Vous une pouvez faire au casserole. bain-marie. Voilà. L'essentiel, Merci. c'est qu'il atteigne 55 degrés. Et vous le laissez pendant 2 heures. Et pendant qu'il est chaud, vous le fermez. Ah oui, oui, parce que ça crée un certain vide dans le contenant. Parce que si vous attendez qu'il refroidisse, eh bien, l'air va se renouveler là-dedans. Oui, oui. Et on fait comme pour les confitures, on verse, on le met tête en bas. C'est mieux de mettre tête en bas. Voilà, le principe, voilà. Oui, oui, c'est mieux de mettre tête en bas. Le mettre tête en bas. Le temps que ça refroidisse. Et une fois que c'est refroidi, le bouchon, il colle dessus. Dernière question et après on enchaîne. Est-ce que la technique des grands-parents est dépassée? Parce que moi, j'ai appris à laquelle? le faire en râpant Le coco? le coco, Oui. en le mettant dans une bassine avec de l'eau chaude Oui. et de laisser mousser, de récupérer la mousse et de mettre dans une casserole à cuire à feu doux. Mais ça, c'est pour faire quoi? L'huile de coco? Ah non, mais moi, dans le manuel que j'ai présenté là Voilà. de la Polynésie française, Voilà. on ne fait pas bouillir. Hein. On ne fait pas bouillir. Non, 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 Non. on fait ce que vous dites là. Voilà. On ne dépasse pas 50 degrés Voilà. et l'huile se sépare. Sans être au feu? Non, non, oui, oui, sans passer On par- laisse dans la bassine et ça se sépare? Oui, 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 oui. Mais à un certain moment, on récupère la couche d'huile. Oui, voilà. Et cette couche d'huile, Mais on va la c'est une laisser... crème. Non, mais on va la laisser à décanter encore. Ah, d'accord. Et pendant 2 ou 3 jours, et au bout de 2 ou 3 jours, ça se sépare. Eh bien, je vais le faire comme ça. Oui, alors. oui, mais on n'a pas besoin de faire bouillir. Hein. Ok, parce que je faisais comme les grands-parents, moi. Oui, oui, on n'a Voilà. pas besoin de faire bouillir. Merci. Mais si vous avez l'occasion, allez sur le manuel, vous verrez. Mais j'irai. Et Alors- ce que vous dites là, c'est exactement ça, mais sans faire bouillir. D'accord, merci. Alors, dis-moi, Louis, il y a quelqu'un qui m'a dit au fait qu'en fonction de la lune, on a plus d'huile que d'autres. Est-ce que c'est véridique ou pas? Alors là, je n'en sais rien. D'accord. Très bien. Le scientifique a parlé. On va passer une deuxième. Alors, sur le programme, il est marqué le labo Valogétal, dont la fondatrice c'est Madame Olivia Didon. Elle n'est pas là en ce moment et je l'ai interviewée en visio. Et on va passer maintenant son interview. Merci beaucoup. Alors, Olivia Didon, Valogétal, elle est phytochimiste. Donc, c'est une jeune qui a appris la phytochimie et elle a fait des études en phytochimie et elle a fait son stage avec le coco. Et elle s'est dit, bon, mais pourquoi pas, au fait, travailler sur le coco. Elle fait beaucoup des ingrédients pour les autres entreprises. Que ce soit le charbon, que ce soit l'huile, et on utilise ce qu'elle fait pour, au fait, produire, pour faire d'autres productions. Alors là, ce sont ses coordonnées. C'est pas une diapo, c'est une vidéo. Je vais régler avec la technique. Entre-temps, d'accord, je vais régler. Et entre-temps, je vais passer à Monsieur Malaël. Voilà, Monsieur Malaël, il est à Beurre Fromage. Alors, c'est lui qui est le fondateur de M Racine. Je suis allée à son labo. Je suis allée aussi à son exploitation à Sainte-Rose. Et il m'a dit que je suis aussi en reportage. Oui, mais
Parce qu'en fait, il était censé aller en Martinique et j'ai fait son interview. Et finalement, il me dit, mais je ne pars pas en Martinique, je veux venir. Donc, il est venu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, si on va faire en direct ou encore la vidéo. On peut faire en vidéo. Alors, je vais voir pour la... Voilà, donc je vais vous le laisser. Sur l'huile de coco. Oui. Et sur la façon qu'on le fait. Parce qu'il me semble que quand on chauffe l'huile de coco, eh ben, ça bouche les artères. Alors. Oui, il faut le travailler à foie. Le coco, tout ce qu'on fait avec le coco, il faut le travailler à foie. Parce qu'à foie, c'est surtout la santé aussi. Et l'hygiène, comme il dit, il faut le laver, le coco. Parce qu'il y a des niches de rats qui pissent sur le coco, donc il faut vraiment le laver, vraiment. Je ne sais pas si c'est avec du javel, mais moi, c'est au Karcher que je le lave. Ouais. Et puis, l'autre coco, j'ai découvert, c'est un détergent. En lui-même, parce que M. Fassman parlait de mettre de l'eau dans le lait, mais il ne faut surtout pas faire ça. Parce que c'est ça qui fait que le coco il devient rance. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu, comment il est décortiqué le coco. Il y a la peau, il y a les écales, et puis il y a la chair. Enfin, il y a les épices avant la chair. Le truc marron qui est dessus, c'est les épices. C'est ça qui donne du goût aussi. Et puis il y a la chair, et puis il y a l'eau. Je ne sais pas, quand tu coupes le coco, tu vois que la chair, elle est vraiment blanche. Elle est vraiment bien, bien blanche. Et quand tu le laves avec l'eau, elle devient jaune. Tu vois? Donc c'est tout cela qui fait que si il y a un odeur de rance ou tout ça, parce que moi je fais du fromage avec, eh ben, enfin, je suis resté 35 ans végétalien. Et comment je vais vous dire? Mon complément alimentaire, c'est le coco. Je faisais tout le temps. Donc quand j'ai vu que ça me donnait plusieurs aspects, donc je me suis dit que je vais faire un fromage, mais ça m'a pris 3 ans. Parce que pourquoi? Il y a l'huile dedans. Tu vois? Donc il faut trouver quelque chose de végétal pour faire, comment dirais-je, ils déposent quelque chose dans le lait pour pouvoir faire du fromage. Eh ben moi, c'est ça que j'ai trouvé, avec une plante d'ici. Et pour pouvoir cailler le lait et pour faire le fromage et du beurre. Mais je vous conseille, franchement, il ne faut pas chauffer le coco. Parce que ça devient l'huile saturée. Oui, il faut éviter. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? J'ai commencé à travailler le coco sec, comme ça, là. Comme ça. Donc, comme elle est sec comme ça, c'est la plus grosse noisette au monde. Oui. Parce qu'elle devient sec. Elle a tout un processus. Et puis, moi, j'ai commencé à faire le fromage avec le coco sec. Mais à 1 an, j'ai vu que, enfin, pas que j'ai vu, c'est à force de travailler, ça te donne la solution. Donc, la solution, c'est que, au début, comme M. Fassman a dit, le coco, elle est toute petite et puis elle fait de l'eau et la chair est en crème. Donc, ça, c'est un premier processus et après, elle monte en degrés. Jusqu'à temps que j'ai trouvé, comment je vais vous dire ça? Pendant qu'elle monte, en grossissant pour devenir sec, j'ai coupé au milieu, comme si c'est 1 à 50, elle va à 100. 50, c'est pour faire du fromage. Après, on fait du fromage blanc avec. Pendant qu'elle monte en degrés, parce que je vous parle du vert, hein, parce que les gens, ils ne savent pas travailler le coco vert. Mais c'est ça qu'il faut travailler, en fait. Parce que c'est là qu'il n'a pas encore, comment dirais-je, l'eau n'est pas encore, comment vous avez dit encore, c'est pas saturé, mais il pique, il est pétillante. Il ne faut pas le laisser faire ça. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas produire avec le coco quand il commence à faire ça. Tu vois? Oui, parce que moi, pour pouvoir le faire avant, avec le coco sec, il fallait que je coupe le coco et je retirais l'épice dessus pour que la chair puisse devenir blanc. Et c'est après ça que je faisais le fromage. Mais je me suis rendu compte que je faisais trop de boulot, quoi. Donc, en cherchant, le petit, on monte avec et j'arrive à 50. Et à 50, je prends le coco, je le cueille et c'est là qu'elle est bonne pour faire le fromage. Elle donne du goût et tout ça. Et j'ai vu aussi dans le chocolat, on mélange aussi le coco, mais il ne faut pas le mettre brut. Parce que tout ça, ça rend le chocolat rend et puis tu ne prends pas le goût du coco. Donc il faut faire une sorte de crème avec pour mélanger avec le chocolat. Tu vois? Donc qu'est-ce que je vais vous dire encore? Avec la fibre là, ça,
Tu vois qu'elle est vieille, elle est un peu vieille. Mais il faut le prendre à partir de 3 ans. La fibre qui est autour, et on fait des chapeaux, on fait des ceintures, on fait des chaussures, on fait plein de choses, on réalise plein de choses avec ça. Je fais des sacs aussi avec ça. Et en plus, quand on le travaille, donc on le nettoie, quand on retire la fibre. Donc le tronc, ça grossit. Tu vois, donc il faut nettoyer un cocotier pour qu'il puisse porter aussi et tout ça, parce qu'on ne sait pas faire aussi. Donc, il faut l'entretenir. Donc il disait aussi, avec la feuille, on fait une maison. Ben, avec un coco, avec un pied de coco, on fait tout. Hein. Parce que si tu te trouves dans le désert, je ne vais pas planter des fruits et légumes, je préfère planter un cocotier. Mais oui, parce qu'avec ça, j'ai à manger, j'ai de l'eau et je peux construire ma maison. On est complet. Parce qu'on dit dans le coco, on ne jette rien. Donc, pour faire le beurre aussi, le beurre, avant, on prenait l'huile et on le figeait au frigo pour faire du beurre. Ce n'est pas bon pour la santé non plus. Donc, il faut le battre, le lait, pour pouvoir faire, comment je vais te dire, des fleurs de l'huile qui nous donnent le beurre. Tout à l'heure, vous allez goûter, j'ai amené du fromage pour pouvoir goûter. Donc, j'ai le nature, j'ai à l'ail, j'ai au basilic, j'ai au civetin persil aussi, il est très très bon, civetin persil, parce qu'on mange ça quand dans le boudin ou dans la sauce, mais il faut manger ça souvent, le civetin persil, parce que sinon, les gencives, ça lâche et les dents, ça tombe. Il faut aller vérifier mais oui, il faut aller vérifier les vertus du civetin persil, parce qu'on mange beaucoup de choses, mais on ne regarde pas les vertus que ça a. Donc oui, le coco, il y a plein de choses encore. Je fais du pain aussi avec le lait de coco. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 4 feux dans le monde. Il y a le feu qu'on fait avec le butane, là. Il y a le soleil, il y a l'air, et puis qu'est-ce que je te dis encore? Il y a un autre, là, je ne me souviens pas. Le vent, c'est ça. Parce que le lait, on n'est pas obligé de le chauffer. C'est tout à froid. Quand tu fais ton lait, tu le laisses à peu près 5-10 minutes dehors, eh bien, elle commence à s'épaissir. L'eau s'évapore et elle devient dure. C'est comme ça que je fais du fromage dur aussi. Je ne l'ai pas encore réalisé, mais ça viendra. Parce que là, pour l'instant, c'est du mou que je commence par petit et pour monter en crescendo avec le fromage. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le lait. Et surtout pas chauffer. Non, il ne faut pas chauffer le lait. Le lait de coco, l'huile, tout ça là. Parce qu'il faut aller vérifier, hein, parce qu'on te dit de prendre une cuillère d'huile le matin à jeun, mais c'est pas chauffé, c'est à froid. Oui, et pour la santé, je vous conseille aussi de manger à froid. Parce que tu as déjà un réchaud à l'intérieur qui est chaud. À l'intérieur, c'est chaud. Mais oui, 37 degrés quand même. Donc, parce que quand tu réchauffes le manger, eh bien, tout part en vapeur. Hein, tu es obligé de l'assaisonner pour donner du goût. Ben oui. Et puis, le lait de vache, il faut arrêter. Parce que nous, on n'est pas des génisses. Hein. On ne produit pas des cornes ni des sabots. Donc, c'est le végétal qu'il faut qu'on mange. Hein. Regarde l'éléphant, il fait des tonnes et il ne mange pas de viande. Hein. Ben oui, mais nous aussi. Hein. Et puis, j'ai remarqué qu'on est végétalien, eh bien, on ne pense pas comme les gens qui mangent de la viande. Ils sont plus agressifs. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas bon pour la santé non plus, parce que quand tu manges ça, parce qu'il y a des gens qui mangent de la viande le soir, eh bien, l'estomac, ça travaille toute la nuit. Hein. Ça passe pas comme ça. Tu vois, même le lendemain matin, tu te réveilles faim, comme si tu n'avais pas mangé, mais c'est dans la nuit que ça... Parce qu'il faut s'aimer. Hein. Vous vous aimez? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Très sûr. C'est vrai? Donc, il faut commencer à créer notre boisson aussi. Parce que à partir de 40 ans, il faut commencer à boire du verre et manger du verre. Mais oui, parce que c'est ça la santé. Comment? Bien sûr, parce qu'on a plein de plantes médicinales en Guadeloupe, il faut en profiter. Et il faut faire plein de thé, parce que tu vois, le 119, là, je ne me souviens même pas du nom du truc qui est passé, mais c'est parce que nous, on a l'habitude de prendre du thé, manger beaucoup de trucs verts, qu'on n'a pas eu beaucoup de malades. Tu vois, et c'était faussé aussi les pronostics qu'ils donnaient. Tu vois?
Parce que je vois ma mère, elle est partie pour aller aux pharmacies, et bien quand elle est retournée, elle était déjà vaccinée. Ben oui, parce qu'ils font peur aux gens. Ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Oui? Alors, j'abonde parfaitement dans votre sens. Oui. Sauf que pour le repas, vous dites qu'il faut manger un repas froid. Et moi, ce que j'ai appris enfin, dans mes recherches, il faut manger à la température du corps. Oui. Puisque le corps est déjà à 37 degrés pratiquement, je dirais. Oui. Donc, il s'adapte à la température du repas de ce qu'on mange. D'accord? C'est ce que j'ai appris. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui. Si vous êtes d'accord. Moi, excusez-moi, hein, mesdames et messieurs, tous les livres que j'ai reçus, j'ai déjà jetés. Ah bon? J'ai jeté tous les livres que j'ai déjà lus ou machin. Et puis, je suis reparti à zéro. Vous savez comment? Eh ben, on m'a donné un bout de terrain dans la forêt. Eh ben, je suis parti là-bas et j'ai commencé à faire une case en terre avec des gaulettes et tout ça. C'est pour l'économie, hein, souterrain que je vous parle. Hein. Et pour la santé aussi, hein, parce que tu dors mieux dans une maison en terre qu'en béton. Parce qu'il y a du fer dedans, il y a du sable, tout ça, ça tire sous ton énergie. Et puis quand tu te réveilles aussi, des fois, tu es fatigué. Hein. Donc il faut s'aimer. C'est ça que je disais. Alors, qui est-ce qui s'aime là dans la salle? Parce que même l'eau qu'on achète aussi dans la bouteille, elle n'est pas bonne. Tu vois? Donc au pays, on a plein d'endroits, de coins qui a de l'eau de source encore. Tu vois? Et c'est cette eau-là, parce que moi, je vais dans un coin là chercher de l'eau. Je vois même les gendarmes, ils viennent avec des gros camions pour prendre de l'eau là-bas. Tu vois? C'est ça, du portail, c'est ça. Alors, je termine ma question parce que quand au réveil, par exemple, parce qu'on parle de santé aussi, oui. On vous conseille de boire un verre d'eau tiède. C'est ça. D'accord? Oui, Donc, c'est pour cela que je vous dis, pour l'alimentation aussi, c'est température du corps. Oui, hein, mais parfois. Ça fait des millions d'années qu'on mange le manger bouilli et on mange de la viande et on regarde où on est encore. Tu vois? Parce qu'on fait des expériences aussi avec les enfants qui d'être nés. Il y a des gens qui habitent dans les bois, et bien leurs enfants ne mangent que végétalien. Tu vois? Et puis ils ne sont pas malades. Oui, d'accord. Et ils ne sont pas vaccinés. Oui. Tu vois? Oui. Donc on a beaucoup de plantes ici que nos ancêtres, je dis bien nos ancêtres, nos aïeuls ancêtres, ont emmené. Et il y a le guéri-tout en Guadeloupe. Exact. Oui, j'abonde parfaitement à ce niveau-là. Alors la dernière chose, une question. Si je plante un cocotier, oui. Dans combien d'années à peu près je peux espérer récolter les cocos? Ça dépend de la profondeur qu'on le met. Parce qu'il y a des gens qui le laissent sur la terre, il y a des gens qui le mettent 1 mètre au fond de la terre, il y a des gens qui le mettent 1,50 m dans la terre. D'accord? Et puis il faut savoir qu'il faut le nourrir aussi. Mettre de la terre, du sable, comment ça s'appelle, du tif. Parce que maintenant, là, avant, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient un trou où ils sarclaient le jardin? Eh bien, ils prenaient l'herbe, ils mettaient un trou et ils mettaient l'herbe, ils ne le boulaient pas, ils le mettaient dans le trou. Ça faisait un terreau pour les légumes ou pour tout ça. Et c'est mieux de faire ça. Parce que vous avez vu que toutes les plantes, toutes les racines se rejoignent. Hein. Ils sont ensemble. Ouais. Parce que j'en ai planté pour le Covid, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Ouais, parce que moi-même, je ne suis pas la lune, je plante des choses et ça pousse. Hein. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être parce qu'il y a le mâle et la femelle aussi. Ah, okay. Parce que la femelle, il me semble, ça sort dans le trou qui est où il y a la petite tige là, et le mâle, il sort dans le côté. Ok. D'accord? Et comme il dit M. Farasman, quand il est planté tout seul quelque part, eh bien, ça dépend où est situé, il ne porte pas de coco. Ok, merci, je ne garde pas plus. Oui, alors je ne sais pas si la question concernait le développement du cocotier ou le fait qu'il fleurisse, qu'il porte, mais un cocotier né, il va porter au bout de 3-4 ans. Quand il est bien arrosé, il faut qu'il soit dans un sol qui ne garde pas l'eau, hein, pour que le sol ne l'étouffe pas. Mais les cocotiers poussent dans toute espèce de sol. Hein, vous voyez des cocotiers au bord de la mer. Hein. Mais oui. Et puis le cocotier, donc il se développe, mais comme l'a rappelé M. Malaël, s'il est tout seul, il peut ne pas porter. Il peut ne pas porter. Mais un cocotier tout seul aussi, ça peut lui arriver de porter parce que le cocotier, il a des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est ça. C'est qu'elles ne sont pas synchronisées. Alors, on va rapidement passer à la vidéo de M. Malaël. Alors là, c'est à Sainte-Rose, à Conodore,
Alors, à Sainte-Rose, à Conodore, il a des golettes à l'intérieur de la maison. Et il me disait, au fait, avec le truc, là, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Avec la fibre, on peut faire des cloisons et ça permet, au fait, de dormir bien d'une manière tempérée. Je fais des oreillers et des matelas déjà avec ça. Ah oui? Très bien. Ils sont bien vendus? Comment? Ils sont commercialisés? Non, pas encore. Je mets en place à Conodore. C'est ça que je fais. Je mets des ateliers parce que je voudrais bien que les gens ils sachent bien comment ça marche. Manger à froid et tout ça. Oui, la fibre de coco, elle est utilisée pour remplir des matelas, des sièges, même pour des voitures. Hein, certaines voitures, les sièges sont remplis avec de la fibre de coco. Vous comprenez qu'il y a une grande filière. On va t'écouter chez Conodore. D'accord. Pas quand tu es à Pointe-à-Pitre, peut-être pour le labo, mais quand tu es à Conodore. Merci. Pourquoi chauffer case éveil? Quand il vient fin, comme il était entre les murs, et puis ça va chauffer case, la meilleure isolant qu'il y a au monde. Ok. Et ça bon aussi pour terre? Pour terre là aussi, ou quand mettre en terre là, dans ces carreaux là, il y a qu'un bédou là, et il va rester fraîche. Ouais. Et puis, on va faire un paquet d'intéressant. Et là, on va tirer pour là, ça. On va sculpter des petits oiseaux, on va sculpter des petits sujets. Ça. Ouais. Donc, ça va faire un lobité. Et c'est ça, nous va picher coco là, nous va tirer. C'est ça qui a couvert coco là pour empêcher une ouvert. Parce que nous remarquons là, où nous tirons pour là, ça, si nous laissons là, au moment donné, il a pété et il a ouvert. Ouais. Parce qu'il y a trop d'oxygène dans le derrière, pas ça au pédio, mais l'eau là, déjà nous découvert qu'elles sont déterrées. L'eau là, si vous ne pas nettoyer le coco à réveil, il est ranci si vous nettoyer le vétérinaire. D'accord? Et puis nous allons montrer ces écales là, nous avons dit tant d'écales, c'est ça nous allons faire charbon de coco. Ça va nettoyer l'eau là. Ok. Alors, il y a aussi comment il épluche la canne. Pas la canne, le coco, au fait, il le prend comme ça, il le met sous... Vas-y, je t'en prie. C'est l'autre vidéo. L'autre vidéo. C'est ça. Ouais, ça c'est une machine qu'on a inventée. On regardait les Asiatiques travailler. Et lui, il avait un piquois comme ça. Donc il faisait ça comme ça avec le coco. Et moi, je me disais que si ça s'échappe, il va planter son estomac dedans. Donc, le lendemain matin, on a été voir quelqu'un qui soude, on a fait mettre un poignet. Et c'est depuis lors, maintenant, tout le monde se sert de ça. Parce que nous, les Guadeloupéens, on crée des choses, mais on ne sait pas breveter. On ne nous a pas appris à aller breveter, aller à l'IMPI ou des choses comme ça. Donc, c'est maintenant, je sais ça. Maintenant, chaque chose que je fais, je le brevete. Mais celui-là, je n'ai pas eu le temps. Et tu vois, dans le monde entier, ils l'ont déjà copié. On va t'écouter. Tu recommences la vidéo, merci. Donc ça sont les outils qui appliquent coco là. Une éplucheuse de coco. Donc coco là, il a comme ça, donc on a piqué dans les ça, et on a envoyé manette là, et il a tiré les étals là, dans un moment, coco a déjà appliqué. Dans un moment. Tu vois? Ça bon pour madame, mais c'est bon pour les détailler ça. Et comme ça aussi, il y a plus d'hygiène aussi. Hein. Parce que quand on coupe avec le couteau là, ça rentre dans le manger, l'eau, et c'est pas très bon. Et ça, nous, on fait mettre la éveil. C'est pas à mettre à côté, mais ça, nous on mettre ça à côté, nous avons nos oreilles éveillées, non? Et après ça, on use les calories. Mais oui. Tu vois, on use les calories. Et après ça, c'est vraiment autour là, nous on casser, nous on mettre de l'eau là dans ça, et nous on équiper les déchets là. Tu vois? Ok. Comment? Oui, c'est ça nous envie faire, mais bon, comme nous tous seuls pour l'instant, ça a fait 6 ans que nous avons débrouillé nous tous seuls, et puis ça bien parce que ça a formé nous aussi, et puis il y a dit rien pour pas faire sans rien. Parce que là, parce que quand on prend notre temps comme ça, on va petit à petit, eh bien, il nous apprend tous ses secrets. Ouais. Merci, monsieur Malaël. En tout cas, quand j'étais à son labo, il m'a dit, vous avez vu coco là, ça, parce que nous tenions pied coco, il a monté en ciel et il a dit soleil là, bonjour. Et racine là en terre. Et il me disait qu'il est important pour toi de marcher pieds nus, parce que marcher pieds nus, eh ben, c'est très bon pour le corps. C'est très bon pour le corps. Ce qu'elle disait bien, c'est que quand tu vas dans la forêt, tu vois quoi? Quand tu vas regarder les arbres, tu vois quoi? Eh bien, elles sont bien enracinées dans la terre.
et ils poussent vers la lumière. Mais oui. Ils n'ont pas peur de tomber. Eh ben, je ne crois pas qu'ils vont tomber parce que les racines qu'ils ont là. Mais je veux dire que tout pousse vers la lumière, même nous. D'accord? Donc, je disais en même temps, tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de bâton de pèlerin pour rien du tout. On a un cœur, on a une conscience et on a l'esprit qui est là avec nous. Amen. Parce Alors, que quand on se pose des questions, eh bien, comme on est métissé en Guadeloupe, oui. eh ben, c'est tous ces métissages anciens qui te donnent la réponse. Donc, quand tu te poses D'accord. une question, il faut lui poser les questions avant. Très bien. Mais en D'accord. tout cas, nous, au fait, nous avons une croyance. Nous allons vers le Créateur qu'on appelle Dieu. Et tu as parlé de soleil, c'est ce qui a fait. Notre lumière de justice reste le Seigneur. Et c'est vers lui que nous allons. Et je lui disais, au fait, merci Monsieur Malaël, que le coco, c'est un symbole de résilience. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le coco. Quand il y a une tempête, il se ballotte, mais il ne tombe pas. Voilà. Il est ballotté, Ça passe à travers les palmes, mais il ne tombe pas, il est très résistant. Cela veut dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous traversons les obstacles, nous savons sur qui compter et que Dieu est toujours là. Et nous traversons les obstacles en personne victorieuse. Nous allons passer maintenant à Olivia Didon. Alors, Olivia Didon, je vous disais que c'est Bonjour, une jeune... madame. Bonjour, madame Olivia Didon. Bonjour, madame Desplan. Alors, je suis honorée de votre participation pour notre manifestation du 30 novembre, Coco en toute sauce. Alors, vous êtes la directrice du laboratoire Valogétal. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez, qui vous êtes, qui est votre labo et quelles sont ses missions. Bonjour à tous, merci encore pour l'invitation. Donc, je suis Olivia Didon, je suis phytochimiste. Donc, en fait, j'ai un master en chimie des molécules bioactives, ce qui me permet, en fait, de savoir comment extraire les molécules issues des plantes. Et c'est à partir de cette compétence et ces connaissances que j'ai voulu créer mon laboratoire, mon emploi, mon entreprise en Guadeloupe à partir de la biodiversité locale, ainsi que les biodéchets qui sont présents sur le territoire et qui peuvent joncher, et qui peuvent, on va dire, être disgracieux, être une pollution visuelle, de manière à les valoriser au mieux et les vendre à des entreprises axées cosmétiques. Donc, on va travailler avec les laboratoires de formulation, les artisans locaux, pour qu'ils puissent utiliser ces ingrédients-là dans leurs produits finis et vendre à des clients comme vous et moi, sur tout ce qui est crème, produits corporels, produits capillaires, etc. Donc, en fait, mon laboratoire a 2 missions, donc 2 pôles. Alors, 2 objectifs. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment de substituer les importations, les ingrédients importés en ingrédients locaux faits pour nous et par nous, pour la Caraïbe et pour la Guadeloupe. Permettre aussi une prise en charge des biodéchets naturels naturels par rapport aux entreprises agrotransformateurs qui utilisent des matières premières et qui sont on va dire, jetées, alors qu'ils peuvent être valorisées autrement. Et donc, par rapport à ces 2 objectifs, on a un pôle produit et un pôle service, en fait, pour accompagner les entreprises, les entrepreneurs, les néo-entrepreneurs de la cosmétique à créer leurs produits finalisés, en fait, à leur apprendre à gérer leurs projets et trouver tous les partenaires dont ils ont besoin. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de détailler ça plus en aval de notre réunion. Donc voilà. Donc, c'est un petit peu alors, ça. Alors, vous avez parlé d'ingrédients. Alors, quels sont les ingrédients que vous utilisez et où se trouve votre laboratoire? Parce que là, pour l'instant, vous êtes en France hexagonale, c'est bien cela. Alors, est-ce que votre laboratoire se trouve aussi en France hexagonale? Est-ce qu'il se trouve en Guadeloupe? Quels sont les ingrédients? Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, j'ai décidé de démarrer avec 2 ingrédients. Donc, on a parlé de déchets, biodéchets. Donc, on va appeler ça des ingrédients upcyclés. Donc, on travaille avec le noyau d'avocat,
Donc, dans un premier temps, parce que l'avocat, j'aime ça. Et donc, le noyau a été éjeté ou bien utilisé pour planter et faire de nouveaux avocatiers. Et en fait, en travaillant l'avocat, ben, on a vu qu'en fait, on avait des molécules intéressantes, donc antioxydantes, on a de la vitamine B2, on a tout ce qui permet d'illuminer le visage. Donc en fait, on a travaillé sur ce noyau-là sous forme de poudre végétale pour les utiliser en tant qu'exfoliant naturel pour le visage, pour le corps, ainsi de suite. Deuxième ingrédient qu'on a mis en place, donc c'est le charbon végétal de noix de coco. Donc ce charbon végétal va être utilisé, donc on va récupérer les noix de coco des agrotransformateurs, donc vous utilisez pour boire de l'eau par exemple. En général, ils sont jetés en déchetterie, déchetterie particulière ou déchetterie professionnelle, mais nous on s'engage à les récupérer de manière à fabriquer un charbon végétal pour tout ce qui est gommage, brossage de dents, ainsi de suite. Donc voilà, ces ingrédients-là sont vendus à des laboratoires de formulation ou encore à des artisans locaux qui en font des produits cosmétiques finis. Le laboratoire, alors je suis actuellement en France hexagonale, mais le laboratoire est en Guadeloupe, à Sainte-Anne. D'accord. Alors, d'où vous êtes venue cette idée de vouloir, certes, créer votre gagne-pain, mais d'où est venue cette idée de créer un laboratoire, d'utiliser les produits locaux pour, au fait, les valoriser et pour que nous ayons, nous, consommateurs, un produit fini. Alors, ce que j'ai aussi compris, c'est que vous transmettez à un autre intermédiaire qui va façonner les produits. C'est bien cela? C'est exactement ça. Alors, l'idée m'est venue déjà, alors avant, je ne voulais pas forcément entreprendre, mais j'avais toujours cette envie d'entreprendre dans quelque chose, peu importe ce que c'était. Mais lors d'une expérience professionnelle, donc en France hexagonale, j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de la fabrication à façon. Donc, la fabrication à façon d'ingrédients avec différents modes d'extraction. Voilà, et à partir de ces différents modes d'extraction, on utilisait de la matière première tropicale. Et en fait, cette matière tropicale, je savais que je la retrouvais en fait chez moi, mais elle était parachutée à 8000, 10 000 kilomètres de son lieu d'habitation naturelle. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose chez moi, puisqu'on a ces matières premières-là. Et de par mes expériences également, j'avais du mal à trouver mes stages en chimie, en fait, puisqu'on est dans un parcours scientifique, chimie, et la chimie qui m'intéressait, c'était vraiment la chimie des plantes. Donc, j'avais vraiment, vraiment du mal à trouver un stage, ne serait-ce que ça. Donc, en finissant mon master, je me suis dit, bon, je rentre chez moi, j'essaie de donner la chance aux élèves qui veulent travailler dans ce domaine et créer mon emploi parce que je savais que je n'allais pas trouver de poste dans ce domaine-là en Guadeloupe. D'accord. Donc, vous avez répondu sur l'idée. Et sachant en fait que les produits que vous aviez vus là-bas, vous les aviez à profusion chez nous. Et donc, d'où vous êtes venu de créer le laboratoire, qui est en Guadeloupe, et après d'être la personne qui va d'abord façonner les ingrédients afin que d'autres laboratoires puissent les utiliser. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Du coup, après, quand on a fini de fabriquer les ingrédients, on les fournit en fait à des façonniers, comme vous l'avez dit, des formulateurs qui, eux, créent le produit final qui se retrouve en magasin. Alors, je vous ai posé la question quand nous préparions cette entrevue, que j'aurais bien aimé trouver votre cosmétique et ainsi que votre charbon. Alors, est-ce que les personnes qui sont là ce matin, est-ce qu'ils pourront trouver vos cosmétiques et le charbon que vous produisez à Sainte-Anne? Alors, ces produits cosmétiques ne seront pas forcément faciles à trouver en Guadeloupe parce qu'ils sont vendus aux professionnels en B2B, donc aux professionnels. Là, on travaille avec un distributeur qui est un magasin à Martinique, mais c'est vrai que les produits, donc les ingrédients sont vendus aux professionnels, donc qui sont des laboratoires de formulation et vraiment pas forcément dédiés aux particuliers tout de suite. Voilà. D'accord. Alors, sans nous révéler les processus de fabrication,
Comment ça se passe alors entre le fouet, la noix de coco, au charbon ou au cosmétique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous pouvez en dire plus pour les étudiants qui sont là, les scientifiques, les chercheurs, tout comme vous, qui peut-être ont besoin d'un boulot, hein, et qui ont envie quand même de comprendre le processus sans trop livrer vos secrets de fabrication? D'accord. Alors, mais pour fabriquer le charbon végétal, en fait, on va travailler principalement avec les agrotransformateurs qui utilisent le coco sec. Pas le coco vert parce que ça nécessite une logistique encore plus importante, parce ça nécessite une phase de séchage. Donc, le coco sec, on va travailler avec l'entièreté du coco sec, même si on pourrait travailler uniquement avec la coque de coco. Voilà. Donc, on va aller voir ces agrotransformateurs-là, ou encore ils nous les amènent sur le site. Et puis ensuite, on commence la transformation qui est plutôt artisanale. Donc, en fait, on va utiliser tout ce qui est fût pour pouvoir réaliser une pyrolyse. D'accord? Donc, la pyrolyse, c'est une espèce de cuisson à l'étouffée qui permet en fait de créer le charbon sans apport d'air lors de la réalisation du processus. Donc, dès lors qu'on a réussi à avoir le charbon, après 5-6 heures de pyrolyse, là, on va broyer notre charbon de manière à avoir un charbon végétal en poudre parce qu'on le vend uniquement en poudre avec une granulométrie, donc une taille de grain bien particulière. D'accord. Donc, au fait, l'ingrédient de départ, c'est le coco sec. Exactement. Pour l'instant. Pour l'instant. En ce qui concerne votre cosmétique, comment ça va se passer? Alors, pour la partie cosmétique, alors on ne fait pas de produits cosmétiques finis. Là, quand on a finalisé la partie charbon, donc on a réduit notre charbon en poudre, là, on pourra le vendre à une entreprise qui va faire le produit cosmétique. Donc, comme je l'ai dit au début, ça peut être du dentifrice, par exemple, ça peut être du mascara, ça peut être un masque à partir de charbon végétal pour la purification. Donc, ça peut être pléthore de choses en fonction des besoins de l'entreprise qui nous contacte. D'accord. Est-ce que le charbon peut être utilisé pour purifier l'eau? Alors oui, il faut que le charbon ait une propriété supplémentaire. Donc ça peut être, on va appeler ça l'activation du charbon, pour que le charbon puisse purifier, donc absorber les molécules indésirables qu'on veut lors de la consommation, qu'on ne veut pas lors de la consommation de l'eau. Il peut être utilisé pour filtrer l'eau. Voilà. Alors, est-ce que ce filtre, on peut aussi le trouver en Guadeloupe? Alors non, en termes de fabrication, non, on ne peut pas trouver ce filtre-là en Guadeloupe, surtout que ça nécessite énormément une logistique, ça nécessite des machines aussi très énormes, parce que si on part sur ce dispositif-là, on doit pouvoir produire suffisamment, mais pour proposer aux entreprises qu'on connaît, hein, qui traitent l'eau, de manière à leur fournir quelque chose en local. D'accord. Donc, ça veut dire... Donc, ça veut dire au fait que le charbon, pour filtrer l'eau, ce n'est pas encore disponible pour le consommateur que nous sommes tous. Exactement. Mais c'est une idée. Oui, tout à fait. Donc, on parle dessus. C'est vrai que ça nécessite un processus supplémentaire dans lequel on n'est pas encore compétent. Donc, on ne peut pas proposer, en tout cas, notre charbon pour la purification de l'eau. D'accord. Alors, j'ai vu sur les réseaux que vous avez une petite vidéo et si la consommatrice que je suis, que j'ai une idée, vous pouvez mettre à disposition vos machines pour que je crée ma cosmétique ou autre. Pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, effectivement, on a mis en place la première résidence cosmétique de Guadeloupe, donc, dans laquelle on met à disposition une partie de notre laboratoire de manière à ce que vous puissiez venir réaliser vos premiers cosmétiques avec l'aide d'un expert pour pouvoir peaufiner votre idée. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, vous veniez, vous me contactez, vous me dites, bon, j'ai besoin de faire ça, j'ai déjà travaillé sur telle chose, j'ai mes ingrédients. Donc, vérifiez que vos ingrédients sont conformes pour ne pas avoir à faire des choses un peu inutiles. Parce que c'est vrai que faire un produit cosmétique, c'est coûteux. Donc, il faut le savoir, c'est très coûteux. Donc, il vaut mieux optimiser le temps et l'argent avant
Et ensuite, vous venez au laboratoire et nous, on vous accompagne pendant 1 journée, 2 journées en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Et on vous met à disposition du matériel que vous n'avez pas besoin d'acheter ou un laboratoire que vous n'avez pas besoin de construire. Parce que, comme je disais, créer un laboratoire, c'est pas, ça coûte pas une centaine d'euros. On est plutôt à des milliers d'euros. Donc, pour pouvoir faire ce peu et en fait créer son produit dans des bonnes conditions, dans un bon environnement, avec un expert, vous êtes les bienvenus en venant au laboratoire pour créer vos produits. À la suite de ça, vous avez des conditionnements que vous pourrez emmener en test et on vous accompagne aussi sur toute cette partie-là. Alors, est-ce que vous pourrez m'accompagner ou est-ce que je dois plus ou moins avoir comment dirais-je, quelques notions ou encore où je dois savoir quand même ce que je veux? Alors, voilà. Est-ce que je peux venir avec la mangue et vous dire, voilà, j'ai envie de faire un masque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner pour que je fasse mon masque à base de mangue ou à base d'avocat ou autre, hein, j'en sais rien. Alors oui, c'est intéressant. Donc oui, vous pourrez venir, sauf qu'il faudra avoir plusieurs autres ingrédients que ça. Donc ce sera peut-être pas le premier jour. On vous accompagnera peut-être quelques jours en amont pour vous dire, bon, bien, OK, pour faire ce masque à partir de mangue, il vous faut tel ingrédient. Et dès que tous les ingrédients sont disponibles et que vous les avez en main, vous pouvez venir au laboratoire. En revanche, on a une deuxième partie où vous pouvez faire de la sous-traitance, par exemple, et me dire, bon, ben oui, j'aimerais faire un produit à base de mangue. Donc, est-ce que vous pouvez travailler dessus? Donc, on pourra vous accompagner sur ça, sans que vous n'ayez à venir au laboratoire. D'accord. Alors, nous arrivions vers la fin. Donc, vous m'avez parlé un petit peu de vos ingrédients de base qui sont le coco et l'avocat. À cet effet, est-ce que vous pouvez aussi lancer un appel? Parce qu'il y a encore des avocats et encore des graines. Alors, oui, c'est vrai que pour l'avocat, vu qu'on est déjà un peu autonome en avocat, en noyau d'avocat pour le moment, j'espère que l'appel se fera pour l'année prochaine et donc pour la saison prochaine. Pour cette saison, on a déjà le quota. Oui, on a déjà le quota. Parce que quand on avait échangé, j'avais commencé déjà à mettre mes graines d'avocat. Oui, on pourra récupérer les vôtres, Madame Desplan. Très bien. Donc, est-ce que vous avez peut-être des conseils à nous donner sur le coco, sur l'avocat? Parce que si vous avez fait ces choix-là, c'est qu'il y avait forcément des usages ou des vertus autour de l'avocat et du coco. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, moi qui ai encore mes graines et moi qui ai le coco, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux, sur ce légume et sur ce fruit? Alors, au niveau de l'avocat, donc déjà manger l'avocat, c'est très très bon. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, en féroce ou bien même en huile. C'est vrai qu'ici, l'huile d'avocat n'est pas encore très démocratisée parce que c'est un processus assez particulier. Mais au niveau de la graine d'avocat, vous pouvez le faire. Alors, en étant sur les marchés, par exemple, j'en ai entendu qui disaient qu'ils faisaient des vinaigrettes avec, par exemple. Alors, je n'ai pas encore fait de recherche dessus pour vraiment vérifier que c'était vrai. Mais en tout cas, en cosmétique, on va l'utiliser vraiment en cataplasme, par exemple, sur les boutons pour pouvoir réduire en fait l'excès de sébum, par exemple, pour pouvoir vraiment annihiler le bouton. On peut l'utiliser aussi pour la régénération cellulaire de la peau, toujours en exfoliation, donc en exfoliation mécanique. On n'est pas sur une exfoliation chimique ni enzymatique. On va l'utiliser aussi si on a un peu le teint terne, comme par exemple en poudre. On peut l'utiliser en poudre comme une poudre particulière pour le visage, en maquillage. Donc en fait, il y a beaucoup d'aspects en fait du noyau d'avocat qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, pour la noix de coco. Donc, la noix de coco, ben, tout est bon sur le coco. Qui nous intéresse aujourd'hui, même si voilà, tout à fait. Peut-être pris, peut-être, pour l'année prochaine, l'avocat, peut-être, si vous voulez bien. Mais c'est vrai qu'on va parler du coco. Oui. Pour le coco, ben, tout est bon dans le coco. Ben, par exemple, les feuilles pour le trissage, on peut en faire de l'artisanat. Les coques pour, par exemple, en faire du charbon végétal ou encore faire de l'exfoliant naturel à partir de la coque de nos noix de coco. Donc, on l'utilise vraiment brut
par exemple, si vous avez un gommage nettoyant, par exemple, avec l'effet gommant. Donc ça, ce sont des matières premières, donc des ingrédients qui sont ajoutés dans le produit finalisé. Vous avez le charbon végétal aussi, hein, comme je le disais, pour le brossage des dents, donc pour la partie abrasive, pour le gommage aussi, pour la purification. On a la fibre qu'on peut utiliser, la fibre et la taupe de coco qu'on va utiliser pour tout ce qui est exploitation agricole ou jardinage, qui permet en fait de retenir l'humidité qui est au niveau du sol. Donc ça évite de trop arroser et de nourrir également le sol de manière à ce qu'on puisse faire des économies d'eau lorsqu'on exploite, par exemple, ou lorsqu'on a son petit jardin à côté de la maison. Donc, ce sont un petit peu tous les aspects. Et l'eau de coco, ben oui, l'eau de coco, on l'a oublié, lui. On a oublié l'eau de coco avec ses propriétés vraiment purifiantes, diurétiques, donc qui permettent d'éliminer, en fait, au niveau des urines, les toxines, et qui est un bon hydratant au niveau du corps. Et je crois qu'il y a oublié une autre aussi, l'huile de coco, qui est une huile très, très nourrissante, qui s'étale très, très bien au niveau de la peau et qui sent merveilleusement bon. Ça, c'est vrai. En tout cas, vous allez nous envoyer vos coordonnées, surtout pour les apprentis chimistes comme moi qui souhaitent peut-être créer leurs produits avec un expert, non seulement moi, mais peut-être d'autres personnes sur Sainte-Anne. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Madame Didon, du précieux temps que vous avez consacré pour nous présenter votre laboratoire, le talent que vous avez et surtout que vous avez créé votre métier. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Desplan. Et bonne journée à vous. À vous aussi. Et merci aux différents écouteurs. D'accord. Dites-moi. Participants. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pensez me faire un petit film pour votre laboratoire pour présenter ou pas? Ou ça va être le film d'une minute là sur la vidéo? Je vous l'ai envoyé. Par mail? Vous avez reçu? Oui, vous avez reçu par... C'est bon. Alors, vous avez vu que depuis ce matin, le coco est assez riche. Et cette jeune dame, elle a monté son laboratoire avec ses propres deniers. Et j'espère qu'il y a des jeunes ici. Et vous avez vu en fait que dans le coco, il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que je voulais que son témoignage soit là. C'est un peu long, mais pour dire à vos enfants qu'il y a du travail, sur le coco, et que s'ils veulent encore apprendre, il y a à faire sur le charbon, sur le dentifrice, sur plein d'autres choses. Et nous sommes parents, soyons confiants de ce qu'est le coco, de ce que le coco peut nous apporter. Il y a un dernier... Et après, je vais passer à Mariko, son petit film là d'1 minute 9 qui va présenter son laboratoire. Et après, nous allons rapidement passer à Mariko. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Elle est très riche. Vous avez vu qu'elle vous a donné pas mal d'éléments. Elle a un partage très, très, très intéressant en tant que phytochimiste. Et ce sont des jeunes comme ça que nous avons besoin en Guadeloupe pour développer la filière, d'autres filières, l'avocat, le coco et bien d'autres encore. Est-ce que tu l'as ou... Ça va. Donc, on va passer à Mariko. Alors, Mariko, elle est formatrice en tressage de coco, en canage et en vannerie. J'ai eu l'occasion de faire un petit atelier avec elle et à faire une corbeille. Voilà. La corbeille était censée ne pas avoir de rond au milieu, mais elle a eu un rond et puis c'est pas mal. Puis Mariko me disait que ce n'est pas un problème avec ta corbeille avec un rond, parce que si tu mets une feuille de banane, tu vas sortir de ta cuisine pour aller à ta table sans que ton colombo ou tes haricots rouges coulent. Voilà. Une dame aussi très très riche, je vous la laisse. Elle habite, à Saint-François. Elle vous a apporté quelques accessoires et elle me disait que pour aller faire ses courses, elle fait ses courses avec le cabas et rien ne tombe. Voilà. Et quand elle veut faire dièse, d'accord. Vous allez voir en bas. Vous verrez en bas, de plus près.
Alors, pardon, on me demande de venir là. Vous verrez en bas de plus près. Mais le cabas, elle va faire ses courses avec le cabas. Et quand elle veut faire dièse à Saint-François, elle prend l'autre sac qui est par ici et elle fait dièse à Saint-François. Je te laisse la parole. Tu as quelques minutes pour présenter. Merci. Je te remercie, madame. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Elle a déjà tellement dit de moi, donc je ne vais pas... Oui, je ne vais pas m'étendre. Et vous avez vu, je suis à l'aise, hein, je suis sans chaussures. Donc, cela ne fait que 5 ans que j'ai décidé de tresser la feuille de cocotier. Et j'avoue que depuis 2020, pour moi, un cocotier est d'une richesse extraordinaire. Ça vaut plus qu'un diamant. Pour le moment, dans l'immédiat, je travaille avec les feuilles de cocotier. Et je dois vous dire que chaque cocotier est unique, quelle que soit la variété. Chaque cocotier est unique. Dans un cocotier, les palmes d'un cocotier, dans la même variété, ne ressemblent pas à celui qui est à côté. Dans certaines palmes, il y a des feuilles jumelles. Donc, la palme de cocotier, en fait, elle est composée de feuilles et d'une fibre centrale. Et les écarts entre les feuilles sont identiques dans le cocotier, sauf lorsque on retrouve les feuilles jumelles. Donc, la nature est unique et riche. Et à ce moment-là, on compose en fonction des objets que l'on veut réaliser. Moi, je fais des corbeilles, je fais des paniers à linge, donc vous avez vu mon cabas, des luminaires, des appliques murales, des paniers de marché, des corbeilles, des assiettes. Pour les assiettes, effectivement, je recouvre d'une feuille de banane parce que je viens d'une famille donc caraïbe et on mangeait avec les feuilles de banane. Donc, nos racines, on ne les perd pas, on les garde. Le cocotier a des racines aussi longues, puissantes. Lorsqu'un cocotier tombe à cause d'un vent, il ne meurt pas toujours. Il reste couché et la tête se relève. Et l'arbre vit. Il y a une dame, madame au chapeau blanc là. Je vais passer te voir chez toi. Non, toi, madame, oui. Je viendrai te voir chez toi. Parce que je suis très spirituelle. Avant de cueillir des feuilles, quelles que soient, feuilles, jute, spath, noix de coco, je parle au cocotier. Je le remercie déjà de me permettre de pouvoir puiser dans ce qu'il me donne. Quel que soit le cocotier dans lequel je me sers en palme, 2 ou 3 semaines après, la flèche de la fleur sort. J'ai un ami qui a une cocoterie à Sainte-Rose. Je n'ai pas eu à le supplier longtemps, mais un petit peu quand même, pour me permettre de récolter une 20aine de feuilles de cocotier. Parce que j'ai eu la chance d'être... je passe du coq à l'âne souvent, hein, mais j'espère que vous allez suivre. Hello, moi, donc, en fait, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour transmettre des techniques de tressage pour le premier CAP de vannerie. Donc, à un certain moment, on cherchait fébrilement les feuilles de cocotier. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait une cocoterie à Sainte-Rose. Il m'a dit, ça fait 3 ans qu'il a planté ses cocotiers et on lui a dit qu'il faut qu'il attende au moins 5 à 7 ans avant que ses cocotiers ne portent.
Alors, je lui ai dit, s'il a confiance en moi, en fait, qu'il a intérêt à avoir confiance en moi, surtout que j'avais besoin de rames de feuilles. Donc, je lui ai dit de me permettre de cueillir une vingtaine de branches. Donc, comme il avait à peu près 60 cocotiers, donc pour moi, une vingtaine, je ne prendrai pas dans un seul cocotier. De toute manière, ce n'est pas possible. Et il ne faut surtout pas prendre toutes les feuilles d'un seul coup. Et ce monsieur, avec sa sagesse, il a mis une croix sur chaque tronc de cocotier dans lesquels je me suis fournie. Ben, 2 semaines après, il m'a appelé. Hein. Il n'en revenait pas. Dans tous les cocotiers où je suis passée, il y avait 2 ou 3 flèches qui sortaient. Et il m'a dit, il a une deuxième cocoterie, alors je peux venir quand je veux. Mais je n'en avais pas eu besoin. Donc, tout ça pour vous dire que M. Farasman, M. Malaël et les 2 autres intervenantes que nous avons entendues ont dit beaucoup de choses sur le cocotier. Moi, je suis seule dans mon activité professionnelle et je regrette vraiment de ne pas pouvoir avoir davantage de personnes autour de moi parce que cela me permettrait de développer mes compétences et les possibilités multiples de réalisation avec le cocotier, pas que les feuilles. Parce qu'on peut également utiliser les spattes. Donc les spattes, c'est l'espèce de canot que produit, donc qui est rattaché à la grappe de cocotier. Les spattes, on peut aussi les tresser, mais il faut une préparation en amont. C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire tremper de manière à ramollir la spate. Il faut aussi taper la spate comme le lambi pour pouvoir obtenir la forme que l'on veut. Donc, on peut tresser, on peut faire des paravents avec autant la spate que les feuilles de cocotier. Le tressage même pour chaque objet, corbeille, mon cabas. Ah, mon cabas, je fais du succès avec. Hein? Alors, quel que soit, il y a au moins une vingtaine de techniques de tressage différentes. Et on n'est pas, comment est-ce que je pourrais dire ça? On n'est pas les seuls à savoir faire. Les communautés dans le monde entier font ce que nous faisons. Et ils font même beaucoup plus. Ils osent aller beaucoup plus loin. Alors pourquoi nous restreindre toujours à faire les mêmes choses? Lorsque nous laissons sortir notre créativité, il n'y a aucune limite. La limite se fait dans notre tête. Alors tant que je suis là, moi j'ai 60 ans, cette année j'ai eu 60 ans. J'aimerais pouvoir encore transmettre mon savoir-faire. J'aimerais pouvoir proposer autre chose que le tressage de feuilles de coco, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que je n'ai pas fini d'apprendre. Je dis tout le temps, je suis en apprentissage. J'en apprends autant de vous que du cocotier. Et je voudrais réaliser aussi un sol pour mon atelier, pour mon espace artisanal. Je voudrais réaliser un sol avec la noix de coco, la fibre que j'appelle la jute. Moi, je n'ai pas les termes techniques de M. Farasman. Donc, c'est la jute. Et ainsi que des copeaux de noix de coco. Donc, qui me dispenserait d'aller acheter du gravier. Et à ce moment-là, je vais réaliser le sol de mon espace artisanal, avec bien sûr du ciment, parce que j'en aurai besoin.
Et j'ai déjà imaginé l'aspect que ça va me donner. Et je sais, après les différentes recherches que j'ai faites, que je devrais protéger le dessus, donc la surface du sol, avec quand même une résine, de manière à protéger la noix de coco sèche de l'humidité extérieure. Parce qu'en Guadeloupe, nous avons en fait un espace très humide, malgré le fait qu'il fasse chaud. Et à Saint-François, il fait très chaud, mais l'humidité est présente. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis à Saint-François. Mais si vous n'avez pas la possibilité de venir jusqu'à moi, je viendrai jusqu'à vous. La voiture, elle traverse les routes. Et il n'y a aucune distance éloignée en Guadeloupe. Et j'ai vraiment besoin de passionnés comme moi. Je vis de mon artisanat, ce qui est normal. Mais je cherche principalement des passionnés. J'ai une association. Ensuite, j'ai créé mon entreprise. Donc, avec l'association, j'aurais aimé réunir des gens qui veulent apprendre. On peut faire une maison avec les feuilles de cocotier, mais le bambou aussi, parce que le bambou, c'est une richesse aussi ici en Guadeloupe. Je parle trop? D'accord. Elle me dit juste 2 minutes. Et en fait, on peut toucher tous les secteurs d'activité avec le cocotier. Tous les secteurs d'activité. Il semble que la Guadeloupe soit une destination touristique. Venez me voir et on en parlera. Merci à vous. Merci à Mariko. Vous avez compris encore une fois qu'il y a encore un marché à prendre dans le coco. Tu as une question? Alors, tu te présentes quand même? Voilà, je suis Blongo Michael. Je vous remercie pour tous pour ce moment vraiment enrichissant et notamment sur les intervenants. Juste pour revenir sur un élément. Tout à l'heure, on parlait de l'huile de coco. Effectivement, M. Malel a fait référence sur l'huile vierge de coco. Très important. Donc, c'est ce qu'on appelle pression à froid. C'est ça. L'huile chauffée est un véritable danger pour le risque au niveau des plaques d'athérome, c'est-à-dire lorsque dans le corps va se créer sur le temps, sur les années, donc des risques d'AVC qui vont augmenter parce que la consommation de l'huile chauffée est un facteur favorable pour les risques cardiaques. Donc, effectivement, c'est des choses à éviter. Juste pour la petite expérience, j'ai eu un patient qui, au tout début, quand on commence à parler de l'huile de coco, et consommait de l'huile de coco chauffée. C'est-à-dire, il le faisait lui-même, D'accord, faisait lui-même, mais monter à une température assez importante va avoir un problème au niveau des molécules et qui vont se transformer et qui vont être un facteur favorable sur le temps et qui a été pour lui un facteur favorable sur le temps de troubles cardiaques. Il a déclaré ainsi une pathologie cardiaque. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'huile de coco vierge ou, si vous voulez, l'huile pression à froid. Il y a aussi des personnes qui disent que l'huile d'olive est préférable, l'huile vierge d'olive est préférable à l'huile de coco. Je ne veux pas faire donc de combat entre l'huile vierge d'olive et l'huile de coco, simplement pour vous dire, vous savez, ce sont 2 types d'éléments différents. L'huile de coco vierge, c'est parce que je suis guadeloupéen, que je suis antillais, que je veux dire que c'est préférable. Mais mes amis, oui, c'est largement supérieur. Pourquoi? Ce que vous devez prendre conscience, c'est que cette huile vierge de coco est un élément naturel et puissant. Juste pour faire la référence, il y a eu un médecin qui est décédé suite à un accident de l'aviation et qui utilisait l'eau de coco comme perfusion. Et suite à cette à Magalantin, et il avait créé ainsi son unité.
Et on voyait qu'il y avait une amélioration nette au niveau de la santé et rapidement aussi au niveau de où que les personnes étaient réhydratées très rapidement. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas rien que de parler de la valeur du coco. Autre chose encore, rapidement, une question. Monsieur Malael et Monsieur Farasman, est-ce que vous... Bon, ce sont des observations que j'ai faites au niveau santé. L'eau de coco jeune, quand on a le nanan qui est très fin, et l'eau de coco, quand le nanan n'est plus là, est-ce qu'il y a une différence au niveau cardiovasculaire? Non, je vous embête, volontairement. Pour vous dire, en fait, il est préférable d'utiliser ce jeune coco, très jeune, dans le fait de boire l'eau. Parce qu'on a pu se rendre compte qu'il y a une augmentation de l'hypertension à cause, monsieur Farsman dira, qu'il y a un problème au niveau de la salinité. Et on a pu voir qu'il y a une augmentation assez importante lorsque les gens vont consommer de l'eau de coco qui est déjà, l'eau de coco du coco qui est déjà bien avancée, une hypertension qui va se voir chez les individus. Tandis que ceux qui vont consommer ce jeune coco, il n'y aura pas ce problème d'hypertension. Deuxièmement, aussi une réactivité aussi au niveau de la prostate. Tu devrais venir là. Non, simplement rapidement je termine. Pour vous dire l'importance, c'est que les gens atteints de problèmes prostatiques ou encore de problèmes vésicales. Il est important de ce jeune coco de le boire. C'est pour ça qu'on appelle petit prostate là. Tout à fait. Mais le jeune coco. Voilà. Et je pourrais terminer aussi sur la notion de comédogénicité. On utilise certaines fois l'huile de coco chauffée pour les problèmes liés à la peau. Oui, mais attention, le corps absorbe, la peau absorbe. Donc sur le temps, une étude a été vue et se disant qu'il y a un risque de trouble. D'où il faut vraiment aller plus vers l'utilisation de cette huile vierge. Voilà. Et je m'arrêterai là sur une pathogénicité. Merci. Mais merci beaucoup. Monsieur Blombou, qui est directeur adjoint du département santé de la Fédération de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, tu as dit une chose, vous avez bien compris que le coco, c'est vrai pour nous nourrir, mais en cas de risque naturel, s'il y a un cyclone et il pourrait avoir des dommages, on pourrait avoir des maladies, vous comprenez très bien qu'avec le coco, on pourra faire une perfusion et on pourra vivre. Le coco, comme on dit, un fruit, vous avez vu sûrement ça sur le flyer, un fruit aux 1000 richesses, notre territoire. Nous avons commencé aujourd'hui, ça a été dense, nous avons commencé aujourd'hui une matinée découverte, une maturation de l'idée, mais c'est à vous de poursuivre. Et quand vous allez regarder un coco, vous allez le voir autrement. Et comme je dis que le coco, c'est un symbole de résilience, et c'est un symbole que pour nous chrétiens, pour nous montrer que même si bitin la raide, nous allons traverser les tempêtes, nous savons avec qui? Avec le Seigneur. Deux choses. Je vais demander aux responsables d'ateliers et aux exposants de bien vouloir descendre le temps que vous puissiez placer vos différents objets. Je vais terminer avec les participants et après, ils vont descendre. Merci de descendre pour commencer. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il... Sur le coco, on peut la saler aussi, le coco. Parce que j'ai remarqué le coco qu'on boit là, avec l'eau, il reste la petite chair fin. On peut le couper en petits morceaux comme les spaghettis. On met de la céleri, de l'ail et du piment et ça donne un goût de morue. Vous avez compris que M. Malael, je pense que dans son ADN, c'est marqué coco. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé dessus. Et au lieu de mettre du géotextile, il est préférable de mettre du coco. Deux choses. Un, la vidéo de Olivia Didon sur son laboratoire. Oui, c'est 1 minute 9, le temps qu'on descende. Oui. Hello, moi c'est Olivia. Je suis phytochimiste et j'ai créé le laboratoire Valogetal. Valogetal, c'est 2 pôles. Un pôle produit où on fabrique des ingrédients naturels upcyclés à partir de la biodiversité de Guadeloupe. Et un pôle conseil où on accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets à créer une marque cosmétique à déchirer, de la stratégie marketing aux produits finis. Mais avant ça, j'ai créé mon labo, le VG Lab. Ça a commencé par là. Puis c'est devenu ça. Et ensuite,
Tadam! Ça, il m'a fallu vraiment plus de 3 ans pour l'aménager. Et maintenant, c'est bientôt terminé. Je peux enfin exprimer ma créativité. Mais il accueillera également la vôtre. Restez connectés. Voilà, c'est terminé. Et alors, j'étais il y a de cela 2 semaines à RVM. J'ai rencontré M. Boisdur et il a fait, j'étais là depuis 4h30 du matin jusqu'à 7h30 dans le cadre de la promotion avec M. Alain Jason, qui m'a demandé d'être animatrice ce jour-là. Ce n'était pas prévu. Et il y a un monsieur qui était là, M. Boisdur, de l'église de Margaillard, qui a fait un poème en direct sur le coco. Et il veut vous le partager. Il n'a pas pu être là, il veut vous le partager. Après quoi, nous allons, je vais donner des consignes pour que nous descendions. Hello, moi c'est Olivia. Non, c'est le poème. Son audio. Je vais commencer. Bonjour Madame Didon, donc merci. Nous allons entendre le poème. Donc après quoi? Après le poème, vous allez descendre par là. Il y a 2 personnes qui vont vous donner le résumé de M. Louis Farasman. Vous pourrez voir M. Malael, vous pourrez voir Mme Marie Cohar. M. Louis Farasman pourra se mettre à votre disposition en bas. Et après quoi, vous pourrez venir. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de votre présence. Vous êtes nombreux. Ça me fait chaud au cœur. Et j'espère que vous allez continuer à, comme on dit, bailler la voix sur le coco. Il y a aussi l'exposition des femmes. Vous allez voir aussi que les talents des femmes, ce que les femmes peuvent faire avec leurs 10 doigts, passez les voir et c'est très, très, très important. Oui, M. Farasman. Oui, je voudrais... Merci. Je voudrais évoquer certaines choses par rapport à d'autres choses qui ont été dites concernant l'huile de coco. Oui, oui, mais je voulais le dire pendant que tout le monde est là. Et simplement le dire, et c'est à vous de chercher les informations à propos de l'huile de coco, parce que c'est très polémique. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aborder les aspects santé. L'huile de coco, c'est une huile qui, en dessous de 25 degrés, elle se solidifie. Parce qu'elle est particulière, elle a des acides gras qui sont moyens. Mais c'est une très bonne huile de friture. Par rapport à tout ce qu'on a dit là, vous voyez, c'est contradictoire. C'est une très bonne huile de friture. Elle a ce qu'on appelle un point de fumée qui est plus élevé que l'huile d'olive ou que... Oui, oui. Et alors, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais on dit que quand on fait de la friture avec de l'huile de coco, la chose qui est frite absorbe bien moins d'huile. Et que bon, il y a des populations qui ne vivent que de l'huile de coco, qui ne mangent que de l'huile de coco. Oui, les populations polynésiennes. Et ce n'est pas du génétique. Hein. Alors voilà, on n'a pas le temps d'aller plus loin là-dessus. À vous de chercher des informations là-dessus pour savoir quelles sont les pratiques et qu'est-ce qui vous convient le mieux. Parce que bon, de toute façon, ici, nous avons moult ressources en matière d'huile. Merci. Est-ce qu'on peut passer le poème? Merci beaucoup. Une écoute attentive et on s'en va. Ipe ka baigner à dans de l'eau. Seulement, tini a dans yo qui peut monter bien haut. À dans ti pays en nous là. Itini en l'eau. Ça qui coûte, qui a porté, qui a débordé. Et pour ça qu'il a porté, ou qui resté STB. Parti liquidae ka descend bien. Parti solidae, là où voit qu'il y a crème, panique, bon problème. Fayay, ou pénate, no stress. Si on dit c'est volant, ou comprendre la kenouye coco, ou ka vwe la vie en rose et puis si ka coco à tête rose. Pour vous et pour moi, Marilyn ka décortiqué. Ka coco jamais ni bao, qui j'en ka voye, et ka conjugué en l'eau sauce. C'est une richesse, c'est un trésor. Ah, ou batte voye comme ça, transformer et qui changer via. Gardez, pas la gueule pour ça qui a sorti l'autre bord. C'est coco là qui a servi nous si un plateau.
Alors, si et à pas seulement pour manger. Oui, Coco, en vle ou Coco, en capra ou Coco, vous et vers tout ça qui a dans panier en veut gagner à vivre en bon la santé. Merci à vous. C'était le mot de la fin sur le coco. Je vous invite à descendre. Je vous invite à descendre pour voir l'exposition. Ça vous a plu? Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci de ce moment qu'on a partagé ensemble.